plutôt vous présenter en fait un état des lieux sur ce que représente la pollution sonore et ses impacts sur la biodiversité en général, à prendre vraiment avec un sens très large, c'est d'avoir en fait tous les impacts sur la faune et toutes les espèces animales dans leur comportement, leur physiologie et leur écologie. Et donc c'est pas moi, c'est pas tant mon sujet de recherche. Moi je travaille plus vraiment sur la communication sonore chez les animaux. Et je vais essayer de vous rendre compte plus largement comment la pollution sonore peut impacter non seulement ces phénomènes de communication, mais donc aussi à plus grande échelle et plus largement la physiologie et l'écologie des espèces. Pour commencer, il faut définir ce que c'est que la pollution sonore. Et ce qu'on entend par là, quand on parle de pollution sonore, ce qu'on appelle des bruits anthropogéniques, c'est-à-dire des bruits d'origine anthropique, que l'on peut aussi approximer par tous les sons produits par la technophonie. En fait, à l'échelle d'un paysage, d'un environnement, lorsque l'on s'intéresse sur les composantes sonores de ce paysage sonore, on va distinguer trois grandes catégories de sons. Des sons qui sont produits par tous les êtres vivants qui peuplent ce paysage. On va parler de biophonie, des sons qui sont produits par tous les éléments physiques de l'environnement, le vent, la pluie, liés à la géologie, aux conditions climatiques. On parle là de géophonie. Et puis, une troisième grande catégorie, c'est l'anthropophonie, que l'on peut approximer par la technophonie, c'est-à-dire tous les bruits générés par la technologie humaine et cette activité. Cette technophonie, cette pollution sonore, on constate qu'elle a considérablement augmenté depuis la révolution industrielle, tant en termes d'intensité, c'est-à-dire niveau d'amplitude des sons, mais aussi en termes d'étendue, parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs composantes dans cette pollution sonore. C'est pas uniquement une question de niveau de bruit, c'est aussi une question de distance, et c'est, on le verra ensuite, aussi une question de paramètres fréquentiels et temporels qui caractérisent ces bruits anthropiques. Le bruit anthropique est reconnu comme un polluant global majeur ayant des implications considérables pour la santé humaine. Vous avez ici une carte du bruit des transports, en fait, qui illustre les niveaux de bruit exprimés en décibels. Ça correspond en fait à des moyennes des sons enregistrés à Paris à différentes heures du jour et de la nuit. Et puis, il y a un code couleur correspondant à leur intensité. Et c'est en fait, on va retrouver ce genre de visualisation dans tous les centres urbanisés. À l'échelle européenne, on peut trouver quelques chiffres sur les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement, à savoir qu'on considère que 20% de la population européenne est affectée par des par des bruits d'origine anthropique, et notamment les sources prépondérantes sont le trafic routier, le trafic ferroviaire et le trafic aérien, qui affectent donc 20% de la population à des seuils qui vont mettre en danger leur santé, voire 30% si l'on se réfère à des seuils plus restrictifs qui sont des seuils de l'Organisation mondiale de la santé. Cette pollution sonore à l'échelle de la santé, on considère que par exemple 17 millions d'Européens expérience de manière chronique des bruits ennuyeux, voire délétères liés au transport routier, et que cela occasionne des perturbations du sommeil et d'un point de vue plus santé maladie. On considère que par an, 73 000 morts prématurées sont à comptabiliser en lien avec la pollution sonore, mais aussi 49 000 problèmes de santé cardiovasculaire et des diabètes. Bref, la pollution sonore est un enjeu majeur pour la santé humaine. Il y a
à l'heure actuelle des politiques de réduction du bruit qui sont entreprises notamment à l'échelle européenne, néanmoins avec des objectifs de diminuer de 20% ou 30% en 2030 ces niveaux de bruit. Néanmoins, pour l'instant, cette politique reste en deçà des effets escomptés et on considère que finalement, les projections à 2030 ne sont vraiment pas réjouissantes en ce qui concerne la santé humaine. Ça ne concerne pas que la santé humaine, cette histoire de pollution sonore. Cette pollution sonore, elle s'infiltre non seulement évidemment dans les lieux très urbanisés, mais également en milieux ruraux et y compris dans des espaces euh, soumis à certains enjeux de protection, comme les espaces Natura 2000, où on considère qu'à l'heure actuelle, 29% des espaces Natura 2000 sont affectés par des bruits de transport euh, et qui sont potentiellement dommageables pour évidemment la santé humaine, si tant est qu'elle puisse y accéder, puisque en fait 34% de la population urbaine n'a pas accès à des aires de silence qui lui sont pourtant indispensables dans un périmètre proche. Et bien au-delà de ça, donc des influences sur l'ensemble des écosystèmes et donc des influences sur la faune. Euh, donc vous avez ici une petite phrase extraite donc de un rapport qui est un rapport de 2019 de l'agence européenne et qui a comptabilisé que en fait dans ces zones de Natura 2000, c'était 19% de ces zones qui étaient impactées par des bruits d'origine anthropique et notamment liées au trafic. Donc on voit que déjà, rien qu'en quelques années, ces zones, la prééminence du bruit dans ces zones a encore augmenté. Par exemple, vous avez ici les résultats d'un suivi, ce qu'on appelle un suivi acoustique qui a été fait dans la forêt du Rizou, qui est une zone du Natura 2000 dans le Haut-Jura, considéré comme un espace extrêmement silencieux et les auteurs de ces études ont posé des enregistreurs qui ont enregistré pendant une année en continu euh, 96 fichiers d'enregistrement par jour sur 4 sites qui sont indiqués ici sur cette carte. Et vous avez ici un certain nombre de résultats correspondant à la présence d'un certain nombre de catégories de bruit dans les fichiers enregistrés. Et donc, on retrouve la biophonie ici, on retrouve la géophonie avec les bruits de vent ou les bruits de pluie, et puis on retrouve ici la technophonie, représentée ici par le bruit aérien. Et en moyenne, 75% des fichiers enregistrés donc en continu pendant un an contenaient des bruits aériens. En fait, la pollution sonore, il faut aussi décrire plus précisément quels sont les bruits qui la composent, quelles sont les sources de bruit. Alors, ces sources de bruit, on a parlé des bruits urbains, c'est tout le bruit venant des activités à l'intérieur d'une ville, tout le bruit des transports, qu'on a déjà évoqué, mais également les bruits générés par l'activité industrielle, sans oublier les bruits générés par les activités récréatives, qui peuvent être des activités récréatives motorisées, par exemple, mais également, on peut citer des festivals de musique en plein air, un afflux de masse de touristes avec ou non des engins motorisés, la pêche sur des bateaux, etc. Des bruits d'origine militaire, et puis ce que l'on appelle des bruits abstraits, qui vont être, par exemple, les sirènes de pompiers sont considérées comme des bruits abstraits, et puis plein d'autres sources de bruit. Ces bruits ont des impacts que l'on peut mesurer sur la biodiversité en général, des impacts qui vont se traduire au niveau de l'utilisation de l'espace dans les écosystèmes, des impacts sur les systèmes de communication des animaux qui communiquent via des signaux sonores, des impacts sur leur biologie, leur physiologie, des impacts sur leur reproduction, des impacts sur leur comportement en général, bien au-delà de la communication, mais tout le comportement, comportement de recherche de nourriture, comportement de vie en groupe, comportement de garder le contact, comportement de soins parentaux. Bref, tous les comportements peuvent être affectés par le bruit.
Des impacts au niveau des écosystèmes. Est-ce que ce bruit va avoir des effets sur l'abondance des espèces, sur la richesse spécifique, sur les interactions entre espèces? Et puis, on peut encore voir d'autres, imaginer d'autres impacts, éventuellement des impacts euh, qui vont être à l'échelle génétique, donc des impacts physiologiques, mais à l'échelle génétique. Euh, les impacts, les études portant sur les effets du bruit sur les animaux ont démarré les études scientifiques ou les reports d'études scientifiques ont démarré en 1950 à peu près. 1950, et c'est ce que montre une revue de la littérature relativement récente. Vous avez ici l'augmentation du nombre d'études scientifiques consacrées aux impacts du bruit anthropique sur la faune, donc les impacts en général, enfin toutes sortes d'impacts, et on voit que ces études ont beaucoup augmenté à partir des années 2000. Et ce que montre cette revue de la littérature, c'est que tous les groupes d'animaux sont concernés. Beaucoup de mammifères, beaucoup d'oiseaux, mais aussi beaucoup de poissons téléostéens, beaucoup d'amphibiens, mais également parmi les arthropodes des crustacés, des mollusques, des insectes, etc. Et l'on voit que finalement, les études ont énormément porté sur trois groupes de vertébrés qui sont les mammifères, les oiseaux et les poissons. Il faut savoir que là, dans cette revue, il était question de toutes les sources de bruit dans tous les milieux. Donc, milieu terrestre, mais également milieu aquatique. Euh, les effets des bruits ont été documentés en termes de sources, donc liés au transport, aux activités industrielles, liés à la production de bruits dits abstraits que l'on a définis tout à l'heure. Et les effets sont multiples sur le comportement, la physiologie, la communication. Les auteurs de cette étude, donc, qui était parue en 2020, ont continué leur travail d'étude et ont publié un papier plus récent, de nouveau une autre analyse de review de la littérature, excluant cette fois-ci les bruits en milieu aquatique et se concentrant sur notamment, enfin montrant notamment les bruits qui ont été, enfin les articles qui ont été publiés à partir de 2020, et on voit que leur nombre n'a cessé d'augmenter pour documenter les effets du bruit sur la biodiversité. Et voici un de leurs résultats sous forme de diagramme. Donc vous avez ici les principaux groupes, les principaux taxons qui sont affectés par les bruits, affectés par différentes sources de bruit qui ne sont pas détaillées ici, puisque ce qui est détaillé dans cette figure, ce sont les effets, les impacts sur, on retrouve beaucoup les impacts sur la communication, encore une fois, mais aussi sur le comportement. Et on voit que finalement, la majorité des études portent sur les oiseaux en milieu terrestre, portent sur les oiseaux et les mammifères. Ces études, j'ai oublié de le dire, sont de deux grandes catégories. Il y a des études dites observationnelles, c'est-à-dire des études qui vont démontrer, documenter des effets corrélatifs, présence de bruit, présence de trafic routier et impact mesuré sur tel ou tel aspect de la biodiversité, mais également des études expérimentales, une étude expérimentale consistant à contrôler les sources de bruit en se substituant aux sources pour les produire, en les produisant avec des haut-parleurs. Je vais vous présenter quelques-unes de ces études par la suite. Mais avant cela, je voulais revenir un peu sur l'histoire de la communication. On a vu qu'il y avait des effets sur la communication et il faut quand même se demander, et ce qui explique aussi pourquoi il y a autant d'études sur les oiseaux et les mammifères en milieu terrestre, il faut se demander qui utilise des sons pour communiquer, quels sont les grands groupes qui utilisent des sons pour communiquer. Eh bien, la communication sonore existe chez les vertébrés et les arthropodes. Et chez les vertébrés, notamment, elle est très présente, énormément utilisée chez les oiseaux et les mammifères, mais également les amphibiens. Et chez les arthropodes, elle est extrêmement présente.
chez les insectes, mais on a vu que finalement les études documentant les effets néfastes du bruit chez les insectes étaient relativement rares, probablement parce que c'est un champ de recherche moins développé. On cherche plus sur les signaux sonores des vertébrés que sur les signaux sonores des insectes, comparativement à la masse et la diversité des insectes et des arthropodes en général. Euh, Petit élément de définition, qu'est-ce que la communication? Qu'est-ce que la communication sonore? La communication, c'est un individu émetteur qui produit un signal, donc ici un signal sonore. Ce signal porte des messages qui sont codés par un certain nombre de paramètres acoustiques du signal. Ce signal se transmet dans un canal de transmission et il est perçu, décodé et interprété par un animal récepteur qui va donc décoder les messages contenus dans ce signal, ce qui va provoquer chez lui une réponse. Et globalement, on considère qu'il y a communication lorsque les réponses de l'animal récepteur ont des conséquences globalement positives pour les récepteurs, mais également pour les émetteurs. Ce qui est intéressant dans cette définition de la communication, c'est ce qui se passe ici au niveau du canal de transmission. Le signal se propage dans un milieu de propagation qui peut être très différent. Donc, on peut être en milieu aquatique, en milieu terrestre, on peut être en forêt, on peut être dans un milieu ouvert. Et ce milieu de propagation exerce des contraintes sur la transmission du signal et la transmission de l'information. Et une des contraintes exercées sur un signal de communication, c'est la présence de bruit et de pollution sonore. Avant de continuer, de vous présenter du coup un peu des exemples emblématiques d'études documentant les impacts, notamment sur le comportement de certains groupes d'animaux, quelques éléments de définition supplémentaires qui vont nous aider à comprendre ce que sont ces bruits constituant la pollution sonore. Un son peut être représenté, par exemple, comme vous le voyez ici sur ce spectrogramme, fréquence en fonction du temps. Et sur ce spectrogramme, vous avez un extrait. Cet enregistrement était un enregistrement qui a été fait sur le plateau de Saclay, donc dans un milieu au cœur du verger de conservatoire de pommiers sauvages de l'université Paris-Saclay. Ce que vous pouvez visualiser au niveau du spectrogramme, c'est un certain nombre de caractéristiques des sons produits et enregistrés dans ce paysage, notamment des éléments que l'on va qualifier de biophonie, c'est-à-dire des sons qui sont ici, qui étaient principalement ici, tant pis vous ne les avez pas entendus, c'était des vocalisations de corneilles essentiellement et d'autres oiseaux qui apparaissent ici et puis ici vaguement. Mais ce que vous voyez surtout ici dans toute cette bande de fréquences là à relativement basse fréquence, avec des amplitudes fortement prononcées, hein, plus c'est rouge dans le spectrogramme, plus le niveau de bruit est important. Et ça, c'est tout ce qui correspond à de la technophonie, ici représentée par la circulation routière sur les routes qui sont présentes sur le plateau de Saclay et qui environnent ce verger de pommiers sauvages. En effet, il faut s'interroger sur quelles sont les caractéristiques des bruits. On a vu que ces bruits pouvaient exercer notamment des contraintes sur la production et la transmission d'autres sons dans les paysages sonores. Pourquoi peuvent-ils être considérés comme des contraintes? Parce que ces bruits sont caractérisés par trois paramètres. Paramètre d'amplitude, qui est souvent ce qui est mesuré. On mesure les niveaux de dB. On dit par exemple le périphérique urbain de Paris, c'est 90 dB, ce qui est très fort. C'est vrai. Mais en fait, le niveau de bruit n'est pas la seule caractéristique d'un bruit et ne va pas représenter la seule
contrainte, la seule source de gêne, puisque un bruit va être défini aussi par des paramètres fréquentiels et des paramètres temporels, ce qui est illustré ici. Vous avez ici en fait des représentations modélisées de trois types de bruit avec une représentation en enveloppe, c'est-à-dire amplitude en fonction du temps, et une représentation en spectre ou densité spectrale, c'est-à-dire amplitude en fonction de la fréquence. Vous avez ici donc trois types de bruit. Un bruit continu, on voit bien qu'il y a un certain niveau d'amplitude qui est constant pendant tout le temps que dure le bruit, avec un certain spectre de fréquence qui est ici assez large, un bruit d'amplitude variable, on voit les variations d'amplitude avec une bande de fréquence moyenne, ou un bruit soudain qui va, comme par exemple une détonation, qui va se caractériser par une très forte amplitude très rapidement et va s'éteindre aussi assez rapidement et qui peut être à relativement large bande. Et suivant leurs caractéristiques, les bruits ne vont pas exercer les mêmes contraintes et ne vont pas exister de la même manière dans les paysages. Par exemple, en milieu terrestre, vous avez, j'en ai déjà beaucoup parlé, un des bruits d'origine anthropique majeure, c'est-à-dire avec celui avec la plus grande intensité, c'est tout ce qui est lié au trafic et notamment au trafic routier. On a parlé des décibels du trafic routier. Vous avez ici une représentation fréquence en fonction du temps avec l'amplitude suivant un code couleur. Donc ici un spectrogramme et ici un spectre avec amplitude en fonction de la fréquence de ce bruit généré par le trafic routier sur une route, enregistré pendant 5 minutes. Et on voit que ce bruit est de relativement basse fréquence, mais à très fort niveau. Ce que l'on retrouve ici sur une autre densité spectrale qui documente comment le bruit, donc l'amplitude et les fréquences du bruit, s'atténuent avec la distance. Bruit correspondait ici à un bruit moyenné réalisé par 50 voitures et 50 camions sur une autoroute. Et on voit, encore une fois, que ce bruit est de relativement basse fréquence, mais qu'il occupe littéralement tout le paysage sonore, et cela à des distances importantes de la source de bruit. Voilà une des caractéristiques des paysages sonores en milieu aérien empreints de bruit du trafic routier. Les paysages sonores en milieu d'eau douce sont également affectés par le bruit, comme a montré ici cette étude qui a été faite au Canada, avec mesure de différents paramètres des sons enregistrés dans des rivières, dans des mares et dans des lacs, donc au Canada, dans tous les points noirs qui sont figurés sur la carte. Et vous avez ici une représentation de la fréquence moyenne des sons produits liés à la biophonie. On retrouve ici, par exemple, des sons produits par les poissons ou des sons produits par les insectes, dont on voit que la fréquence moyenne ici pour les poissons était de 700 Hertz et pour les insectes dans ces sites était autour de 2800 Hertz. Et puis on a la même chose pour tous les bruits générés par l'activité anthropique, que ce soit différentes sortes de bateaux, mais également en milieu d'eau douce, sous l'eau, on entend également le trafic autoroutier ou routier et le trafic ferroviaire. Et on voit que ces bruits ont une certaine diversité de profils fréquentiels. À noter que dans ces milieux aquatiques d'eau douce, dans ceux qui ont été mesurés dans cette étude, l'anthropophonie constituait plus de 90% des sons collectés dans les enregistrements continus réalisés dans ces sites. Même chose,
en milieu marin. On peut également caractériser quels sont les bruits, d'où vient la pollution sonore en milieu marin. C'est ce qu'a fait cette étude ici en 2021, qui en fait, pareil, qui a fait une revue de la littérature qui a permis de qualifier les caractéristiques des principales sources sonores que l'on peut enregistrer et bien avant de les enregistrer, que l'on peut entendre, percevoir sous l'eau en milieu marin, qui vont de bruits causés par le trafic des bateaux à des bruits d'explosion, des bruits de sonar. Et vous voyez ici, alors il faut faire attention, l'échelle fréquentielle est en échelle logarithmique. Et ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que l'on voit bien à quel point un certain nombre de ces bruits, pour ne pas dire la totalité, va se chevaucher avec les gammes d'audition, mais également les gammes de production sonore d'un certain nombre d'organismes vivant en milieu marin, et donc vont pouvoir constituer des masques pour la production, mais également des masques pour l'audition et gêner considérablement et avoir des effets considérables sur le comportement des animaux en milieu marin. Comme je vais vous l'expliquer, comme je vais vous montrer quelques exemples maintenant. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'études. On a fait un peu une revue de la littérature et je vais revenir d'abord en milieu terrestre avec, on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les oiseaux. Les oiseaux, en fait, sont des êtres de son. Il y a à peu près 10 000 espèces d'oiseaux à la surface de la Terre et tous utilisent la communication sonore pour communiquer. Tous produisent des sons et les oiseaux sont présents dans tous les milieux, ce qui explique probablement pourquoi une telle ampleur de recherche et d'études scientifiques porte sur les oiseaux et sur les impacts de la pollution sonore sur les oiseaux. Alors, je vais quand même commencer par une petite revue de la littérature avec, on revient ici sur ce graphique, sur les gammes fréquentielles d'audition d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Alors là, ce sont plutôt des espèces d'oiseaux américaines, puisque cette étude a été réalisée par des chercheurs américains qui ont fait une revue de la littérature et qui ont donc pu quantifier en fait caractériser les différentes gammes fréquentielles d'audition des oiseaux. Alors, d'une manière générale, on voit que les oiseaux entendent dans une gamme de fréquences entre 300 et 300 Hertz et un peu moins de 10 000 Hertz, avec des spécificités suivant les espèces. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est comment ces gammes de fréquences d'audition des oiseaux, de perception des oiseaux, des sons, vont se juxtaposer avec les gammes de production de bruit de différentes sources sonores et avec des impacts qui ont été documentés chez les différentes espèces. Là, je ne vais évidemment pas faire la liste, mais on voit donc que le trafic routier, qui est un très bon masque de la gamme d'audition de ces différentes espèces. On voit ici que le bruit anthropogénique hors trafic routier peut masquer en partie la gamme d'audition de ces espèces, etc., etc. Euh, Au total, cette revue de la littérature, qui concernait 50 publications, a documenté des effets de bruit de différentes sources. Donc, je ne vais pas relister ces sources, elles sont inscrites ici et on les a déjà présentées, mais avec des impacts significatifs dans tous ces ordres d'oiseaux qui sont ici explicités de manière significative, donc sur leur comportement, mais pas uniquement sur leur comportement. Ce que cette revue de la littérature a montré, c'est que vous avez ici le résultat d'une analyse en cluster, et en fait, il y a deux clusters qui expliquent l'intensité, l'importance des effets notés dans la littérature par les études scientifiques sur les oiseaux, des effets
sur le comportement des oiseaux et on va retrouver notamment des effets importants du trafic routier et des effets sur la physiologie des oiseaux. Et vous voyez des effets non négligeables sur la communication et la perception qui sont ici documentés. Alors cette étude portait, c'était les chercheurs actuellement euh, font beaucoup de ce qu'on appelle de méta-analyse ou de revue de la littérature sur différents sujets. Et vous voyez que je vous présente ici les résultats d'une autre méta-analyse. Donc c'est pareil, une revue de la littérature qui concerne cette fois-ci 160 études et qui a été réalisée dans l'optique de montrer quels étaient les effets les plus significatifs du bruit d'origine anthropique sur des effets comportementaux, sur le comportement et sur la valeur adaptative des oiseaux. Et on voit encore une fois que la physiologie, mais également des comportements comme des comportements de prise de risque, ou des comportements liés à la communication, mais également des comportements liés à la recherche de nourriture sont significativement et négativement affectés par les bruits d'origine anthropique. Ce qui m'amène à vous présenter une des toutes premières études qui a montré de manière indubitable sur les effets du bruit anthropique sur la modification des comportements de communication chez un oiseau. Il s'agit de la mésange charbonnière. Donc c'est une étude qui a un peu plus de 20 ans et qui a consisté à enregistrer des mésanges charbonnières en milieu urbain, comme ici par exemple à Paris ou à Londres, où on retrouve, si vous vous souvenez tout à l'heure sur le spectrogramme, ce que l'on voyait ici à moins de 2000 Hertz, c'était en fait du bruit et notamment lié au trafic routier. Et puis on retrouve un champ de maisons charbonnières. Un champ de maisons charbonnières, c'est constitué de deux notes, avec une note à une fréquence ici minimum et puis une note à une fréquence supérieure. Donc on va parler de fréquence inférieure, fréquence supérieure, fréquence minimum, fréquence maximum. On retrouve ici un champ aussi de mésanges charbonnières, cette fois-ci enregistré à Londres. Et dans cette étude, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont enregistré donc en milieu urbain et en milieu forestier, qui est aussi la mésange charbonnière est une espèce très généraliste qui vit très bien, qui est très associée au milieu urbain, mais qui est également très associée au milieu forestier. Et ils ont comparé les champs produits en milieu urbain et en milieu forestier. Et ils ont pu montrer que les fréquences minimum, donc la fréquence de la note de la fréquence inférieure dans le champ d'une mésange charbonnière, donc ici ou ici, ces fréquences minimum étaient significativement inférieures lorsqu'elles étaient produites par des oiseaux en forêt par rapport à lorsqu'elles ont été produites par des oiseaux en milieu urbain. En d'autres termes, en milieu urbain, les oiseaux chantent plus aigus. Cet effet, documenté chez la mésange charbonnière, a été documenté chez de multiples autres espèces et il a été montré également par la suite par des expériences de diffusion de son, ces modifications de chant étaient spécifiquement liées à la présence de bruit et en fait et au fait que les mésanges, lorsqu'elles chantent ou d'autres oiseaux, lorsqu'elles chantent en présence de bruit urbain, chantent plus fort et plus aigu. Chante plus fort. On a eu une expérience en direct il y a quelques années au cours de l'épisode Covid où pendant un certain temps, tous les bruits d'origine anthropique ou presque ont disparu des paysages sonores, y compris des paysages urbains. Les chercheurs ont enregistré euh, évidemment ces niveaux de bruit qui sont ici représentés. Vous avez ici donc le niveau de bruit moyen de bruit ambiant à la fois avant le confinement et pendant le confinement lié au Covid. Et vous avez ici les spectres
ces bruits, pardon, pareil, de la même façon, avant et pendant le confinement, en milieu urbain et en milieu rural. Et ce que l'on voit très clairement, donc chaque point représente un point d'enregistrement, et ce que l'on voit très clairement, c'est que les niveaux de bruit diminuent à la fois en milieu urbain et en milieu rural pendant tout le confinement, et que on a non seulement une diminution, mais également une diminution, et donc une diminution, par exemple, ici, dans une certaine gamme fréquentielle. Et ce qui est assez remarquable, c'est que pendant l'épisode Covid, pendant que le niveau de bruit ambiant était significativement diminué. Les oiseaux ont chanté à la fois moins fort, bien qu'on ait eu l'impression qu'on les entendait plus fort, en fait, ils chantaient moins de fort, comme cela est illustré ici. Vous avez ici l'amplitude, l'énergie en dB en fonction de la distance de l'enregistrement. Et pendant pardon, avant et pendant le Covid, pendant l'épisode Covid, et on voit que tous les points noirs sont significativement en dessous des points blancs, et également modification de la fréquence minimum chez cet oiseau. Ici, c'est le bruant à couronne blanche. Cet oiseau, ce bruant à couronne blanche, on voit ici une évolution de sa fréquence minimum de chant entre les années 1970 jusqu'à à l'épisode Covid, épisode confinement, et on voit qu'il y a augmentation. On voit ici que à partir enfin, pendant cet épisode, ici, on a une diminution. En d'autres termes, les oiseaux, pendant le confinement, quand il n'y avait pas de technophonie, chantaient moins fort et moins aigu. Alors, ces effets, je vous ai présenté chez les oiseaux parce que ces effets sont vraiment manifestes, mais évidemment, les bruits ont également des effets en milieu marin. On a vu que les sources de sons d'origine anthropique en milieu marin étaient multiples, que l'intensité, l'amplitude de ces sons peut être énorme, notamment tous les bruits liés à la construction. Et ces bruits d'intensité énorme, qui peuvent être des bruits aigus, des bruits soudains, ont des effets documentés sur la physiologie par exemple de poissons. Poissons, vous avez ici représenté après dissection, notamment ce que vous avez ici, cet organe, c'est la vessie natatoire. La vessie natatoire sert aux poissons osseux à contrôler leur position dans la colonne d'eau en faisant varier la pression à l'intérieur de la vessie natatoire, et elle sert chez un certain nombre de poissons dans l'audition. Un certain nombre de poissons entendent, enfin, d'ailleurs les poissons entendent, et un certain nombre entendent en partie avec leur vessie natatoire. Et on voit ici une vessie natatoire chez un poisson qui n'a pas été exposé à des bruits de construction piliers, et ici, chez un poisson qui a été exposé à des bruits de construction piliers. On voit ici que sa vessie natatoire est fortement endommagée, et chez cet autre poisson, on voit que c'est le rein qui est fortement endommagé, probablement par mise en mouvement de la vessie natatoire qui a impacté, qui a littéralement meurtri le rein, créant des hématomes au niveau de la vessie natatoire, mais également au niveau du rein. Donc, des effets physiologiques qui peuvent être extrêmement importants chez les poissons, mais également des effets sur le comportement. Cette étude, par exemple, porte sur un poisson de récif corallien dans le Pacifique. Le chromis aépique, le chromis aépine est un poisson qui se remarque par son comportement de soins parentaux. Les pères surveillent les nids dans lesquels éclosent leurs œufs, et ils prennent soin des jeunes pendant tout un temps de développement de ces jeunes, soins qui vont aller d'abord de la surveillance vis-à-vis des prédateurs potentiels ou vis-à-vis des dérangements, de regroupements, mais également un soin indirect puisque ces poissons laissent leurs jeunes
manger une partie du mucus qui recouvre leur peau au cours de leur développement. Cette étude a porté sur une diffusion expérimentale de bruit liés à la présence, enfin à des bruits de moteurs de bateaux ou le bruit ambiant sans hors présence de moteurs de bateau dans le milieu. Et donc vous voyez ici de nouveau des densités spectrales des bruits originaux, des sons originaux créés par les moteurs de bateau ou du bruit ambiant dans le milieu et des sons diffusés, donc ces sons de moteur ou de bruit ambiant diffusés par haut-parleur de façon à contrôler la présentation et de la présenter à 38 nids, donc en milieu naturel de ces poissons. Et vous avez ici une illustration des résultats des effets sur les comportements de ce poisson. On voit que euh, la diffusion de bruit de moteur de bateau va augmenter significativement le nombre, la fréquence des actes défensifs liés à des actes en fait de vigilance accrue chez ces pairs, hors présence de toute source possible de danger. Là, c'est uniquement la diffusion du bruit qui crée ces comportements. On a une diminution des comportements d'alimentation réalisés par les pairs des alevins et également une diminution significative de la consommation de mucus par les jeunes. C'était dans cette étude. Il a également été montré que sur 38 nids testés, euh, 6 des nids testés avec diffusion de bruit de moteur, dans 6 des bruits testés, la mortalité des alevins a été de 100%. Ainsi, euh, le bruit affecte non seulement les comportements, mais a des implications notables sur la valeur adaptative, sur la valeur sélective, sur la fitness de ces poissons puisqu'elle a des effets sur le développement de la descendance. Évidemment, on peut difficilement parler de milieu marin sans parler de mammifères iconiques de milieu marin, iconiques parce que ce sont des mammifères, parce que leur comportement fascine, et aussi parce que ce sont des mammifères qui produisent des sons et communiquent via des sons en milieu marin, et certains à très très grande distance, comme par exemple les baleines à bosse. Les baleines à bosse produisent des chants, ce sont notamment les mâles qui produisent des chants. Et une des premières études de diffusion expérimentale de sons de baleines à bosse, dans cette étude, il s'agissait des bruits liés aux émissions de sonars qui sont utilisés notamment pour faire des repérages par pour les activités militaires, mais également pour repérer les bancs de poissons. En fait, la présence de sonars en milieu marin est prépondérante en plus des bruits de trafic de bateaux. Et comme l'a montré cette étude, on voit que la durée des chants produits par les baleines à bosse est significativement euh, supérieure, augmentée pendant la diffusion de ces sondes sonores, c'est-à-dire que les probablement, enfin, une des interprétations, une des explications, c'est que, en fait, les sonars dérangent non seulement l'audition, mais la production de ces chants et vont conduire les baleines à produire plus longtemps dans comme une espèce de réponse adaptative à diffuser tout de même leur chant. Et on voit que significativement, après ces sonars, la durée des chants diminue. Une autre étude sur un mammifère qui est amphibie. Un mammifère, il y a un certain nombre de mammifères marins qui se nourrissent
en milieu aquatique, mais réalisent un certain nombre d'activités, et notamment d'activités de reproduction, ce qui sont les pinnipèdes. Et donc, ils vont être impactés à la fois par des bruits d'origine anthropique en milieu marin, mais également par les bruits d'origine anthropique potentiellement en milieu terrestre. Et cette étude documente les impacts des bruits de moteurs de voitures et des moteurs de bateaux sur une colonie, sur des colonies, plusieurs colonies d'otaries à fourrure du Cap. On voit ici ce qu'il se passe. Donc, ce qui se passait, c'est que les diffusions ont été faites soit donc toujours pareil par des haut-parleurs, c'est-à-dire que c'était pas des voitures réelles, c'était vraiment uniquement le bruit, soit venant du côté de la route, soit pour ce qui était du bateau venant du côté de la mer. Et ce qui a été regardé, c'est le nombre d'individus qui étaient présents dans les groupes qui étaient testés, c'est-à-dire que ces individus en fait ont été comptés et puis au fur et à mesure de l'expérience, ces animaux étaient complètement libres, donc ils pouvaient se déplacer, ils pouvaient quitter le groupe et c'est ce qu'ils faisaient. On voit qu'il y a un effet significatif sur ce nombre d'individus pendant le playback. On voit également des effets sur les comportements, ici mesurés à l'aide d'une espèce d'éthogramme, d'un éthogramme qui va permettre de construire une échelle éthologique avec des réponses allant de 0 à 4. 0, pas de réponse. 1, regard vers la source de bruit. 2, regard vers la source, puis changement de posture. 3, mouvement de retrait léger. 4, mouvement de retrait important. Et on voit que dans les deux cas, la diffusion de bruit de voiture ou de bruit de moteur impacte significativement le comportement des individus pendant la diffusion et créant en fait des comportements de vigilance, d'alerte, qui sont non seulement potentiellement dommageables pour la physiologie même de ces animaux, mais également parce que c'est occupé à réaliser ces comportements de vigilance et c'est autant d'activités, par exemple, de soins aux jeunes qu'ils ne vont pas faire et qui ont par ailleurs été mesurées dans cette étude. Euh, En milieu aquatique d'eau douce, qui n'est pas en reste en termes de bruit, on a parlé des insectes, je vous ai parlé un petit peu des insectes au début, mais je vous ai dit qu'il y avait finalement assez peu d'études sur les impacts du bruit sur les insectes. Cette étude a été réalisée sur un insecte aquatique d'eau douce qui produit des sons. Il s'agit d'une toute petite punaise de moins de 2 mm et qui produit des sons par stridulation que l'on peut enregistrer. Vous avez ici les spectrogrammes enregistrés. Alors, ce que vous voyez sont les traces vertes, comme des espèces de barres vertes qui vont correspondre en fait à des impulsions sonores très brèves, de relativement haute fréquence, comme vous le voyez. Donc ici, un seul individu, ici, euh, plusieurs individus, et ici vraiment un nombre très important d'individus qui stridulent tous en même temps. Au cours de cette étude a été mesurée l'activité acoustique quantifier l'activité acoustique de ces micronectas en réponse à la présence d'un bruit de moteur. Il s'agissait ici d'un bruit de moteur de pompe dans une mare, dans un golfe. Mais il n'y avait pas la pompe, il y avait uniquement le bruit du moteur de la pompe. Et ce que l'on voit, c'est que ici est représentée l'activité acoustique. Donc, activité acoustique qui est estimée à partir de l'activité acoustique enregistrée chez ces insectes. Et on voit que cette activité acoustique est significativement augmentée pendant la diffusion de bruit et que même elle reste significativement supérieure à ce qui se passait avant la diffusion. Donc, on a des effets des bruits d'origine anthropique documentés chez un insecte et qui sont des effets à moyen terme qui vont perturber sa propre activité acoustique. En milieu aquatique, il n'y a pas que des insectes de milieu aquatique, il y a également des poissons. Et les effets sur les poissons ont également été documentés, que ce soit en laboratoire
ou en milieu naturel, ici en rivière. Ici, chez cette espèce, on voit que là, il ne s'agit pas des comportements de communication, mais des comportements d'alimentation. On voit que ces comportements d'alimentation sont significativement impactés par la diffusion de bruits de moteur, de bruit en général. Ici, un white noise, c'est un bruit contrôle. En fait, c'est un bruit qui va contenir toutes les fréquences possibles en même temps, de manière simultanée, qui est utilisé comme un contrôle bruit. Et donc, on voit que ce qui a un effet réel, en fait, c'est le bruit en général qui va avoir un effet sur la fréquence des actes de recherche de nourriture. Et puis ici, des effets documentés chez différentes espèces dans différents groupes de poissons aquatiques d'eau douce, donc de téléostéens aquatiques d'eau douce, sur la présence. Donc on voit que la présence en rivière est moins importante en cas de diffusion d'un bruit de bateau et également de nouveau sur les activités, sur des impacts sur la diffusion de la diffusion sur la recherche de nourriture. Annie, c'est bon. Oui, On arrive au temps imparti. j'ai fini. D'accord. J'ai fini. Je voulais juste terminer par vous dire quelque chose à l'échelle des communautés. En fait, à l'échelle des deux communautés, les, les effets sont moins, en fait, les impacts ont été nettement moins mesurés. Ça commence, il y a des études qui les documentent. C'est plus difficile à documenter. Et on voit ici, en fait, ces effets sont des effets indirects, c'est-à-dire qui vont affecter une ou deux espèces ou trois espèces de la communauté et qui va avoir des répercussions à l'échelle de l'ensemble de la communauté. Et on voit des effets négatifs des bruits sur différentes communautés et sur différents groupes documentés dans ces études scientifiques. Donc ça, je vais passer. Et ça, je vais pas le dire non plus. Je veux juste terminer par une petite note un tout petit peu positive. En fait, le bruit et les impacts du bruit peuvent s'arrêter à partir du moment où le bruit cesse. Le bruit est une pollution qui est aiguë au sens où dès que la source de bruit s'arrête, le bruit disparaît et ses effets sont susceptibles de s'arrêter. Et à l'heure actuelle, de nombreuses, par exemple, au niveau de l'Europe, de nombreuses directives européennes tentent de diminuer les niveaux de bruit dans les écosystèmes, mais également en milieu urbain. Et c'est par exemple ce qui a été montré à Paris. À Paris, il y a une réduction significative du niveau de bruit et qui a commencé après le Covid mais qui est lié en fait à une politique incitative à Paris de augmentation des pistes cyclables, réduction de la circulation, également augmentation du parc électrique automobile. Et cela a eu des effets significatifs sur les niveaux de bruit. Par contre, l'étude que je vous présente ici pour conclure ne documente pas, j'ai pas le temps de la commenter, mais je vous dis juste sa conclusion, elle ne documente pas d'effets euh, sur les chants des mésanges, ces mêmes mésanges enregistrés par ces mêmes auteurs il y a 20 ans, elles chantent toujours aussi aigu à Paris, bien que le niveau sonore ait diminué. Pardon si j'ai été trop longue et merci beaucoup pour votre écoute.